comparaison entre le potentiel local et le potentiel d'action. Pour cela, on va s'appuyer sur, on va utiliser plutôt le dispositif expérimental que vous voyez. On a les électrodes stimulatrices qui permettent d'exercer des stimulations d'intensité différentes. On a placé aussi au niveau de la fibre nerveuse 3 oscilloscopes, au 1, au 2, au 3, qui, comme vous voyez, donc, sont éloignés par une certaine distance. Alors, au niveau de chaque fibre, donc les électrodes réceptrices R1, R2 et R3 permettent d'enregistrer toute variation de potentiel au niveau de ce point qui va être par la suite visualisé sur l'oscilloscope. Alors, on va exercer donc tout d'abord une stimulation bien sûr inefficace parce que on a besoin d'un potentiel local. Donc, la stimulation qui donne un potentiel local, on l'appelle stimulation inefficace d'intensité faible. Alors, voyons donc ce que ça va donner au niveau tout d'abord de R1, R2 et R3. Alors, on va faire une petite analyse maintenant de ces résultats. Alors, au niveau de R1, on a obtenu une dépolarisation. Il s'agit bien d'un potentiel local dont l'amplitude atteint environ moins 65 millivolts. L'amplitude diminue au niveau de R2 et atteint environ moins 68 millivolts, puis s'annule au niveau de R3. Alors, ceci montre quoi? Donc, ceci montre que le potentiel local, tout d'abord, il est graduable, c'est-à-dire que l'amplitude diminue en s'éloignant du point de stimulation, ça d'une part, mais aussi il est non propageable, c'est-à-dire il parcourt une très courte distance, il se propage sur une très courte distance, là jusqu'à R2 au moins, au maximum plutôt, et disparaît au niveau de R3. Alors maintenant, si on applique une stimulation inefficace mais d'intensité plus importante, on obtient au niveau de A1 un potentiel local d'amplitude moins 60 millivolts. Au niveau de R2, un autre potentiel d'amplitude moins 65 millivolts. Et au niveau de R3, comme vous voyez, donc, ça disparaît totalement. Et donc, si on compare les deux types d'enregistrement, on voit bien que lorsqu'on a augmenté l'intensité de stimulation, eh bien, l'amplitude a aussi augmenté. Donc, pour résumer en fin de compte, on va dire que le potentiel local, donc, comme vous venez de voir, il est graduable, c'est-à-dire il perd d'amplitude en s'éloignant du point de stimulation. Il est aussi non propageable, c'est-à-dire il se propage sur une courte distance puis il disparaît, mais aussi l'amplitude plutôt augmente en fonction de l'intensité de stimulation. Alors, ça a été à propos du potentiel local. On passe maintenant au potentiel d'action. Alors, avec le même dispositif, mais cette fois-ci, on va bien sûr exercer une stimulation dite efficace avec une intensité liminaire. Une stimulation efficace, c'est celle qui donne naissance à un potentiel d'action. Et c'est ce qu'on a obtenu au niveau de A1, puis au niveau de R2 et au niveau de R3. Alors, en comparant donc ces trois enregistrements, vous remarquez bien que tout d'abord, le potentiel d'action garde la même amplitude, donc il s'agit donc en fin de compte d'un phénomène non graduable, d'une part. D'autre part, le potentiel d'action se trouve en R1 comme R3, avec exactement la même amplitude, donc il s'agit d'un phénomène propageable. Et puis, bien sûr, on a déjà vu précédemment que le potentiel d'action obéit à la loi du tout ou rien. Alors, reste une petite remarque que j'aime bien vous la donner avant de finir. Alors, on voit bien ici que au niveau de R1, on voit bien qu'il y a une légère dépolarisation qui précède le potentiel d'action. Mais ce même potentiel, qui est d'ailleurs le potentiel local qui a donné naissance au potentiel d'action, disparaît bien sûr au niveau de R2 et
bien sûr, au niveau de R3. Eh bien, ça, on peut le comprendre puisqu'on a déjà dit que le potentiel local est un phénomène non propageable. Et donc, on voit bien ici que le potentiel local a atteint le potentiel seuil d'environ moins 50 millivolts, ce qui a déclenché le potentiel d'action. Voilà. Salam alaikum.